J'espère que je serai un porte-parole fidèle de ce qu'elles ont pu me faire partager et de ce que je peux comprendre de ce que c'est que avoir ce temps à vivre avec cette maladie-là. Donc, la sclérose latérale amyotrophique, c'est un bref rappel quand même, c'est une maladie donc neurodégénérative dont la prévalence est de 4 à 6 pour 100 000 personnes. Donc en fait, c'est une des maladies rares les plus fréquentes. Et à titre indicatif, en France, il y a un diagnostic toutes les 6 heures et un décès de cette maladie toutes les 8 heures. Donc la moyenne d'âge, c'est 55 ans, 1,5 homme pour une femme touchée et 5 à 10% de forme familiale. Donc en fait, c'est une maladie où ce sont les motoneurones qui sont touchés, le neurone moteur périphérique et le neurone moteur central, et qui fait qu'en fait la personne ne peut plus commander ses muscles et que progressivement une paralysie s'installe. Donc, tous les muscles sont susceptibles d'être touchés, les membres, les muscles de la phonation, de la déglutition et de la respiration, bien sûr, qui est souvent donc les causes de décès, à l'origine des causes du décès. Les symptômes s'installent progressivement. Il y a deux grands types de formes de cette maladie. La forme bulbaire, où ce sont d'abord les muscles de la parole, de la déglutition et de la respiration qui sont touchés en premier, donc avec une espérance de vie un peu plus courte. Et la forme squelettique, où les premiers muscles touchés sont les muscles des membres inférieurs ou supérieurs. Donc l'évolution de la maladie est extrêmement variable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout prédire dans quel ordre les muscles seront touchés, à quelle rapidité cela va évoluer, s'il y aura une stabilisation ou non. Et ça, c'est important dans le suivi de ces patients-là parce que du coup, ça peut faire vivre le sentiment qu'on a toujours un temps de retard et que l'anticipation étant impossible, on peut se sentir courir après la maladie, autant le patient que les soignants. Donc à l'heure actuelle, on ne peut pas expliquer pourquoi un individu est touché par la SLA. Ce qui est admis, c'est que c'est une maladie qui a des causes multifactorielles, mais la plupart sont mal élucidées. Donc le temps à vivre avec la SLA démarre avec son diagnostic, d'un point de vue psychique en tout cas. Alors évidemment, apprendre que l'on a atteint de maladie incurable, c'est une annonce qui fait effraction dans le psychisme et qui peut avoir des effets traumatiques importants. Vous avez sûrement entendu parler de cet enseignement de Freud qui nous dit que notre inconscient est inaccessible à la représentation de notre propre mort. En fait, ça veut dire que savoir que l'on est mortel, c'est une connaissance intellectuelle, mais ce n'est pas quelque chose qui est ressenti subjectivement. On vit tous comme si on n'allait jamais mourir, ça s'appelle l'illusion d'immortalité, et c'est précisément à cette illusion que vient mettre fin le diagnostic d'une maladie grave. Donc en nous confrontant à notre propre vulnérabilité de manière brutale. Alors c'est d'autant plus vrai pour la personne à qui on annonce une SLA, car souvent elle n'a pas du tout anticipé la gravité de ce qu'elle avait. Bien souvent, les patients, avant d'arriver en consultation de neurologie, se sont d'abord pas inquiétés des premiers symptômes, du pied qui traîne un petit peu ou de la faiblesse qu'il a pu ressentir dans la main. Et il a un parcours qui est fait de rencontres avec des kinésithérapeutes, des médecins traitants, rééducateurs. Certains ont même subi une chirurgie du canal carpien par exemple, avant d'arriver en neurologie. Et bien souvent, il ne s'attend pas du tout à ce que le diagnostic soit aussi grave. Donc du coup, là, la surprise ajoute à l'effroi. Du coup, voilà, donc c'est une annonce qui fait trauma, et ça se voit, ça s'entend dans le discours des patients qui nous disent clairement il y a eu un avant et un après dans ma vie, après cette rencontre avec le médecin. Ma vie a été bouleversée. Donc la façon dont va être vécue cette maladie dépend de plein de facteurs, la structure psychique du patient, son histoire, sa personnalité, l'étayage familial et social et la façon dont son entourage va pouvoir se mobiliser autour de la maladie et du malade. Donc dans les suites du diagnostic, on peut observer des mécanismes de déni, des effondrements, des mouvements dépressifs ou encore de la sidération. Il y a une chose aussi qui est particulière dans le diagnostic de SLA, c'est que c'est un diagnostic qui laisse face au vide. C'est-à-dire que la médecine ne peut pas encore expliquer les causes de la maladie et elle ne peut pas encore proposer de traitement non plus. Donc en même temps qu'on annonce à quelqu'un qu'il a une SLA, on lui annonce que la prise en charge sera palliative. Et du coup, s'effondre la représentation d'une médecine savante, sachante, guérissante, enfin, en un mot un peu toute puissante, qu'on a notamment dans nos sociétés occidentales. Et du coup, ce vide-là va influer sur le vécu psychique du patient et de son entourage.
Donc il va y avoir une tentative de mise en sens, hein, bon, ça se trouve dans d'autres maladies aussi, hein, bien sûr, mais il y a une étape qui va consister à mettre en sens cette annonce-là et le déclenchement de la maladie, et qui va venir essayer de combler le vide laissé par l'absence d'explication et de traitement. Donc, par exemple, une personne a pu me raconter à quel point elle s'était imposée à un rythme extrêmement élevée dans sa vie, avec beaucoup d'exigences, et que finalement, elle se disait que la maladie, c'était un peu la réponse que lui faisait son corps à ce qu'elle lui avait imposé pendant autant d'années. Un autre patient, lui, a mis sur le compte d'une grave chute qu'il avait immobilisé pendant plusieurs semaines sa faiblesse musculaire, et il a mis beaucoup de temps avant de pouvoir entendre que c'était la SLA qui était à l'origine de la chute, et pas la chute qui était à l'origine de sa paralysie. Alors, ce sont des temps qui sont extrêmement importants parce que du coup, ça permet aux patients de s'approprier un peu cette annonce-là. Et c'est en s'appropriant ça qu'on peut dépasser le traumatisme. Et j'insiste parce que souvent, ces interprétations qui sont faites par les patients et leurs familles sont un peu considérées comme des fioritures, voilà, sont parfois même tournées en dérision, alors que c'est des moments extrêmement, c'est un temps extrêmement important. Et c'est pas forcément du déni. Et c'est un temps vraiment à respecter. Alors justement, en parlant de temps, donc le temps est, comment dire, la perception du temps change à plusieurs niveaux. Hein. D'abord par le handicap lui-même, c'est-à-dire que les choses forcément sont faites plus lentement. Alors il y a des personnes qui vont vivre ça comme étant agréable, c'est-à-dire qu'elles peuvent enfin savourer les choses et permettre, et finalement ce ralentissement là du rythme permet de mieux les apprécier. Et d'autres le vivent sur un mode beaucoup plus persécutant. La notion de mort, évidemment, change le rapport au temps. Hein. Je vous apprends rien. Là, le temps, la vie s'écoule sous le signe de l'incertitude et de la précarité. Hein, les projets se font à plus court terme. Il y a éventuellement des deuils, comme celui de devenir grand-mère un jour, par exemple, qui peuvent s'amorcer et qui font place le plus souvent à une vie vécue au jour le jour, avec des projets à plus court terme, en fonction du champ de possibles laissé par la maladie. Parce qu'en fait, lorsqu'on est touché par la SLA, c'est comme si deux chronomètres se déclenchaient. Le temps qui reste à vivre, bien sûr, mais aussi le temps qui reste à vivre avant la prochaine étape de handicap. Et du coup, ce qui est possible de faire aujourd'hui ne sera pas forcément encore possible dans un mois. Donc l'atteinte par la maladie peut augmenter en flèche l'appétence à vivre, et là bon, c'est souvent pour lutter contre des affects dépressifs, mais du coup on peut avoir des personnes qui se mettent à organiser fêtes, réunions de famille et voyages, et où vraiment chaque minute se met à compter. Et puis pour d'autres, vivre dans ces conditions devient insupportable, l'investissement du temps présent est trop compliqué, et là les patients se racontent souvent au passé. Donc ils se présentent, voilà, ils racontent qui ils étaient en fait. Donc, c'est comme ça qu'ils le disent, ce qu'ils aimaient faire et à quel point ils étaient actifs, ce qui est souvent vrai d'ailleurs. Donc là, le deuil des anciennes capacités fonctionnelles ne se fait pas. La diminution des champs des possibles justement est inacceptable. C'est bien souvent en lien avec la question du regard de soi sur soi-même, c'est-à-dire que vivre avec la SLA confronte à la vision de soi en tant que personne handicapée, de plus en plus dépendante des autres, avec tous les remaniements identitaires que cela implique. Donc, en effet, quand on est atteint par la SLA, l'image physique de soi est bien portant, sa pudeur, le rôle identitaire familial, au travail, dans la vie sociale sont bouleversés, confrontés aux représentations de la maladie, du handicap et de la mort. Donc, parfois, la personne dit même ne pas se reconnaître, comme une patiente qui me confie un jour que lorsqu'elle parle, elle entend une bête. Et tout le travail là consiste à ramener dans la communauté des humains quelqu'un qui ne se sent plus y appartenir. C'est-à-dire que la SLA, ça peut faire vivre de ne plus se sentir humain. Peut souvent exprimer, et c'est Hélène Brock justement dont on parlait qui l'a montré dans la littérature, la SLA est aussi une maladie qui peut faire vivre de la honte tant elle peut toucher à la question de l'estime de soi. Comme par exemple cette personne qui s'effondre en nous racontant qu'elle a dû demander à sa fille de 8 ans de porter le pack d'eau parce qu'elle n'y arrivait plus. Donc, du coup, le vécu vous l'avez compris, la SLA est une maladie qui confronte à la perte, et avec la question du neurodégénératif qui fait que le handicap s'aggrave irrémédiablement. Et donc, du coup, le vécu psychique va devoir s'articuler aussi avec cette question de la perte.
Donc, je passe assez rapidement sur la littérature, mais je voulais vous présenter une petite revue de ce qui avait été écrit. En fait, la littérature est unanime et montre que les taux de dépression chez les patients SLA sont extrêmement bas, et pour certaines études, trouvent même qu'ils sont inférieurs à la population générale. Et ça a pu faire dire à un auteur que les patients SLA montraient un bien-être paradoxal. Alors, il y a des biais, c'est-à-dire que souvent les patients SLA sont mis sous traitement antidépresseur pour traiter dépression, bien sûr, mais aussi hypersialurie ou troubles du sommeil. Voilà, donc c'est des chiffres à relativiser. Mais c'est vrai, enfin en tout cas dans ma pratique, ce que j'ai pu constater, c'est qu'en effet, il y a peu de patients finalement qui présentent des tableaux de dépression grave, mais plutôt des personnes qui ont des mouvements dépressifs, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, face à la perte, il va y avoir plusieurs façons de réagir. Je peux parler un peu de ce que j'ai pu observer. Donc, dès le diagnostic, on peut voir des patients qui vont changer de régime alimentaire, par exemple, ou se mettre à répéter chez eux les exercices qu'ils ont appris chez kinésithérapeutes, voire même parfois faire plus de sport. Et tout ça, ça à entendre comme des tentatives aussi de récupérer de la maîtrise face à un corps qui se dérobe. On peut entendre aussi dans les discours ce même processus avec des patients qui disent regretter ne pas avoir eu de cancer, parce qu'au moins là, ils auraient pu avoir un traitement, ils auraient pu se battre, ils auraient pu encore conduire aussi, j'ai entendu. Voilà. La question de la perte dans la SLA, elle a cette caractéristique aussi de pouvoir, d'être faite d'étapes. C'est-à-dire qu'il y a des étapes qui marquent l'évolution, comme à un moment donné devoir se servir d'une canne, puis ensuite le fauteuil roulant manuel, puis le fauteuil roulant électrique, devoir écrire certains mots qu'on a du mal à articuler, puis se mettre à tout écrire, puis se mettre à se servir d'un tableau de lettres. Lorsque les muscles à déglutition sont touchés, c'est la gastrostomie qui va être proposée. Quand c'est ceux de la respiration, ça va être la ventilation non invasive, et l'ultime étape est la trachéotomie. Et à chaque fois, ça marque la fin d'une fonction, ça marque l'avancée de la maladie, et c'est à chaque fois aussi une autre façon d'appréhender le monde et un autre regard posé sur soi. Et ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que les patients SLA sont obligés d'aller puiser dans leur capacité d'adaptation en permanence. Donc, avec l'augmentation du handicap, les soins de nursing aussi sont de plus en plus importants. La sonde alimentaire, qui n'est pas sans rappeler de cordon ombilical, mais dans une position régressive et de dépendance extrême, qui peuvent être source d'angoisse majeure. Comme en témoigne une patiente qui surveillait sans cesse son appareil de ventilation non invasive, qui redoutait tout orage de peur que l'électricité ne saute, qui agressait toutes les personnes qui s'approchaient de sa machine. Voilà, ça peut mettre dans des états d'angoisse extrêmement importants. Parfois, la perte peut être subie. Certaines personnes s'abandonnent totalement à l'état de dépendance, et d'autres personnes vont tenter par tous les moyens de maintenir une certaine maîtrise sur leur vie, comme on l'a déjà évoqué avec la question du régime alimentaire ou des exercices. Ça pourra également passer, par exemple, par un maintien à domicile coûte que coûte. Comme ce patient célibataire, tétraplégique, sous VNI 24 heures sur 24, et qui a refusé d'aller vivre chez sa mère malgré tous les encouragements de sa famille, pour habiter un appartement adapté avec présence d'auxiliaires de vie 24 heures sur 24. Et ce même patient nous a raconté un jour que sa mère avait essayé de prendre un jeu de clés de l'appartement pour pouvoir entrer quand elle voulait et pouvoir s'occuper de son fils. Et lui a répondu: si tu prends ce jeu de clés, moi je déménage. Et de la part de quelqu'un qui ne peut plus bouger, ça c'est assez éloquent. La maîtrise, ça pourra également consister à consulter d'autres praticiens de diverses médecines. Ça peut aussi être l'exercice sur l'entourage d'un contrôle, parfois tyrannique, avec des demandes extrêmement exigeantes, incessantes, et qui sont comme autant de marques de la difficulté à tolérer le manque. On peut avoir vraiment des patients qui se comportent vraiment en tyrans vis-à-vis de leur entourage. Et des soignants aussi, comme une patiente qui, avant qu'on ne débute l'entretien, m'a fait déplacer de quelques millimètres sa lampe de chevet plusieurs fois avant qu'on puisse vraiment entrer en relation.
Donc je voudrais rappeler, et ces exemples le montrent déjà bien, que le contrôle exercé sur sa vie n'est pas corrélé au degré de handicap. Et j'en veux pour preuve une maman qui était tétraplégique, sous VNI, et qui était privée de parole, qui ne communiquait qu'avec le clignement des paupières et qui pour autant décidait absolument de tout dans sa maisonnée. Et il me paraît également important de rappeler que certaines des personnes atteintes par cette maladie ont vraiment pu en faire quelque chose. Et la personne dont je vous parlais plus haut et qui attribuait sa maladie au rythme effréné qu'elle avait eu tout au long de sa vie, a pu à un moment donné me dire que la maladie lui avait permis de savourer la vie autrement et de ne plus être dans une course à la performance, à la réussite, au profit de quelque chose de plus simple qu'elle savait enfin apprécier. Et une autre patiente me racontera que la maladie lui aura permis de réaliser à quel point elle était aimée et à quel point ça changeait tout dans sa façon de voir sa vie au sein de sa famille. Donc en fait, le champ des possibles, et je pense que c'est vraiment important de le souligner, il peut aussi s'ouvrir, et non pas uniquement se restreindre. Et il peut s'ouvrir à des possibles qui jusque-là n'avaient pas été envisagés. Donc, j'ai commencé à parler un peu de l'entourage. Je vais continuer pour... pareil, là, j'ai fait une petite revue de la littérature que je vous résume brièvement, juste pour vous dire que la littérature, contrairement à celle qui a été écrite sur les personnes atteintes, celle sur l'entourage des malades est extrêmement contradictoire, avec des études qui vont montrer que l'anxiété ou la dépression de l'aidant va augmenter avec le handicap, d'autres qui vont montrer qu'au contraire les taux sont plutôt stables. Donc on n'a pas trop d'hypothèses. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été écrit qui pourrait expliquer les disparités qui ont été trouvées dans la littérature. Bon, d'un point de vue clinique, de ce que moi j'ai pu observer, on peut parler de la question de la non-différenciation, qui est quand même assez présente dans la relation aidant-patient. C'est-à-dire que le malade atteint de SLA a besoin pour vivre et pour exister d'un autre, qui devient son prolongement physique, mais parfois aussi son prolongement psychique. Et Anzieux a décrit le concept de peau commune. Je ne sais pas si ça vous est familier, c'est un concept qu'il a décrit pour expliquer la capacité de la mère à interpréter les besoins de son tout-petit, avec l'idée qu'il y avait une zone de non-différenciation, une peau commune entre les deux. Et on retrouve un peu ça chez les couples patients SLA aidants, et c'est très caractéristique, par exemple, quand l'aidant se met à dire « on », au lieu de il ou elle. Et de manière assez typique, un époux peut répondre « on a eu mal au ventre cette semaine », par exemple. On a nos copines qui sont passées nous voir, ce genre de choses. Et la relation de couple peut revêtir un caractère symbiotique assez important, dont la fonction est de sécuriser le patient dans son rapport au monde, parce que le monde est devenu assez angoissant. Et un autre élément aussi, c'est que souvent l'aidant est pris en position de témoin. D'abord témoin de ce que la personne a été avant d'être malade, mais aussi témoin, il est souvent mis dans cette position-là par le patient, quand le médecin pose des questions sur, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez encore écrire ? Le patient très régulièrement se retourne vers l'aidant pour lui dire est-ce que je peux encore écrire ? Quelque chose un peu comme ça, qui vient témoigner aussi de cette position de prolongement physique et psychique et de cette place de témoin à laquelle ils sont souvent assignés. Donc il n'en reste pas moins que la charge pour l'aidant est lourde, et qu'il est important que les soignants et le psychologue puissent réserver un espace de parole pour les aidants également. Et dans ces espaces, ils pourront déposer leur propre lassitude, leur propre colère, leur propre sentiment d'impuissance face à cette maladie, face à la dépression du malade, etc., etc. Ils pourront aussi peut-être confier que parfois ils en ont marre et qu'ils ont envie que tout s'arrête, malgré la culpabilité de telles pensées. Dans la littérature dont je vous parlais, il y a une étude qui met en valeur de manière très claire que les aidants disent que ce qu'ils aident à tenir, c'est de savoir que ça aura une fin. Bientôt. Donc, ce sont des mouvements auxquels n'échappent pas les soignants. On parlait tout à l'heure de la question de prendre soin des soignants. Je voudrais en parler aussi, c'est-à-dire que la prise en charge des patients SLA est extrêmement compliquée.
tant elle confronte à l'impuissance, à une identification douloureuse au patient et à son entourage, et tant elle confronte à sa propre mort également. Et pour autant, l'accompagnement par l'équipe soignante est vraiment au cœur de la prise en charge. Parce qu'elle est palliative et parce que cette prise en charge va être faite de propositions, en fait. Proposition du fauteuil, proposition de la gastrostomie, etc. Et que c'est bien la qualité de la relation soignant-soigné qui va permettre de faire ces propositions de la manière la plus adaptée possible. Donc voilà, on ne présente pas, on ne tente pas une ordonnance de fauteuil roulant comme ça. Et du coup, c'est bien ce qui se passe qui va permettre de pouvoir respecter les défenses et de pouvoir amener les choses de la meilleure manière possible. Or, la position empathique du soignant, elle est loin d'être aisée à adopter, parce que se mettre à la place de l'autre atteint de SLA, c'est se laisser toucher par... en tout cas, c'est prendre le risque de se laisser toucher par des débordements face à la souffrance que cette maladie impose. Et du coup, ça peut générer le collage ou le rejet. Donc il peut être extrêmement compliqué de se mettre en position d'accueillir les émotions du patient, ou sa famille d'ailleurs. Et du coup, l'accompagnement des équipes paraît extrêmement important dans ce contexte-là. Donc, tout cet exposé m'amène un peu à essayer de répondre à la question, aux questions qu'on m'a posées. Comment vivre lorsque l'on sait qu'on va mourir d'une SLA ? Qu'est-il important pour pouvoir vivre le temps qui reste à vivre ? Alors c'est une vaste question, bien sûr, mais si je devais y répondre, je le ferais en 2 mots et en disant qu'il faut rester sujet. Et je ne vais pas disserter autour de ça, je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée dans le centre et qui est criante de ce que ça peut signifier que de rester sujet et d'être considéré comme tel, avec le cas d'une patiente qui commençait à avoir de grandes difficultés pour marcher et a fortiori pour monter les marches d'escalier. Et toute l'équipe commençait à lui conseiller qu'il fallait qu'elle installe sa chambre à coucher au rez-de-chaussée et qu'elle arrête d'accéder au premier étage de sa maison. Et elle ne le faisait pas, elle continuait tous les soirs à monter cet étage, cet escalier et garder sa chambre à coucher au premier étage. Voilà, donc ça a duré un certain temps comme ça avec l'équipe qui insistait et qui s'inquiétait de la voir prendre autant de risques pour monter cet étage-là. Jusqu'au jour où, en fait, cette dame a pu dire que les chambres de ses enfants étaient aussi au premier étage et que si elle n'y montait plus, ça signifiait qu'elle ne pourrait plus jamais les border. Et que ça, c'était quelque chose de beaucoup trop douloureux pour pouvoir envisager d'y renoncer. Et là, voilà, la maman a disparu au profit de la seule malade. C'est tout l'enjeu pour le patient, pour son entourage et pour les soignants qui l'accompagnent consiste probablement en ce but de pouvoir continuer à vivre et à être considéré en tant que sujet désirant. Voilà, pour finir, en fait, je fais beaucoup plus court que prévu. C'est très bien, Valérie. Pour finir, je voudrais donner le dernier mot aux personnes directement touchées par la maladie, en faisant part d'un témoignage qu'un patient SLA a fait et qu'il a publié, et qui nous parle de l'intérieur des enjeux psychiques de la vie avec la SLA. Et je vous invite, Valérie, à prendre le temps de lire ce témoignage, et vous invite à être particulièrement attentif à cette parole de cette personne. Ouais. Quand j'ai appris la nouvelle, le temps a explosé. Le passé est devenu dérisoire et le futur très très aléatoire. Restait le présent. J'ai assez vite compris que c'était la seule chose sur laquelle je devais me concentrer. Je ne me sentais pas malade. J'avais juste une petite faiblesse dans le bras droit. Il a fallu chercher longtemps avant d'en trouver la raison. Finalement, le neurologue a diagnostiqué une SLA, sclérose latérale amyotrophique. Une maladie dégénérative qui fige tous les muscles les uns après les autres en 3 ou 4 ans. Je ne le savais pas encore à l'époque, mais je souffre de la version lente, qui repousse sans doute de quelques mois une issue certaine. Mon corps est en train de se momifier vivant. Et un jour, bientôt, je n'aurai plus la capacité musculaire de respirer. J'ai d'abord pensé à mourir, pas à vivre. Mais il y a des gens que j'aime et qui m'aiment. Mes 2 enfants, mes proches. J'ai décidé de tenir jusqu'au jour où je ne pourrai plus jouer de la guitare, c'est mon métier, et faire ma toilette tout seul.
L'évolution lente de ma maladie lui a laissé le temps de s'imposer à moi. J'ai fait la connaissance d'autres personnes pour qui tout va beaucoup plus vite. J'ai compris que la seule solution, c'est de ne pas faire corps avec elle. Je ne suis pas un malade de Charcot. Je suis un homme, musicien, atteint de cette maladie. Elle fait son chemin en détruisant mon corps, mais tout le reste m'appartient. Mon âme, mon énergie créatrice, mes désirs, la connaissance de moi. La médecine n'a aucune arme à me proposer à part un accompagnement psychologique, aucun médicament pour stopper son évolution. Le seul terrain sur lequel je peux me battre, c'est l'ailleurs, l'amour, la créativité, la vie, pour rester un être social, en contact avec le monde et en interaction avec les autres. Cette maladie, c'est un très long et un très étonnant voyage. Peu à peu, j'ai découvert que le corps est un véhicule, mais que l'âme et l'esprit sont indépendants de cette mécanique. Mon boulot, depuis 3 ans, c'est de trouver cette indépendance. La force de vie n'est pas musculaire. La preuve, mes muscles sont de plus en plus faibles, et pourtant, je me sens de plus en plus vivant. Je sais bien qu'il y a une limite et que, à un moment, ma faiblesse physique rendra les choses trop difficiles. Mais je ne veux pas la situer, cela n'a aucun sens. La dernière fois que je l'ai fait, je me suis trompée. Il y a 1 an, un matin, je n'ai plus pu me peigner, ni jouer de la guitare, ni faire ma toilette seule. Finalement, c'est beaucoup plus surmontable que ce que j'imaginais. D'ailleurs, je suis toujours là, engagée dans ce voyage extraordinaire pour lequel je n'ai pas besoin de mon corps. La première de mes urgences, c'est de me retrouver, moi. Comment être un musicien si je ne peux plus toucher une guitare ? Comment être un homme si je ne peux plus aimer une femme ? Accéder à la sexualité, protéger mes enfants ? Comment être un être libre si je ne peux plus ouvrir une porte, conduire une voiture, boutonner mon manteau ? Perdre mon autonomie au quotidien, c'est perdre une partie de qui je suis. La SLA est le cancer de l'ego, un tsunami qui dévaste les racines identitaires. La dégénérescence est un combat indolore mais épuisant. La maladie a toujours une étape d'avance sur moi. Chaque fois que je trouve une solution à un nouveau handicap, elle est elle-même absorbée par la progression du mal. Le temps d'acquérir un nouveau geste pour compenser celui que l'on ne peut plus faire, et le nouveau geste devient impossible lui aussi. Le temps d'apprendre à se servir d'un outil pour remplacer ce geste, on n'a plus la force musculaire de le faire fonctionner. Il a fallu que j'apprenne à demander. Ça m'a blessée, humiliée au début, puis j'ai découvert que demander de l'aide à un autre, c'est lui donner la possibilité d'être aimant et disponible. Et que me rendre ce service que je lui demande peut être une source de plaisir pour lui. Il n'y a pas très longtemps, j'ai appris à être un musicien sans guitare. Je me suis mis à chanter, beaucoup, même si mes capacités respiratoires ne me permettront bientôt plus de le faire. Mais surtout, j'ai découvert que l'absence de muscles ne tue pas la musique. Elle la déplace vers cet ailleurs que je ne me lasse pas de découvrir. Apprendre à être un homme privé de tous ses repères d'homme reste pour moi le point le plus délicat. Je ne suis plus le père, le compagnon, sécurisant, séduisant, et capable d'offrir un horizon à une femme et à des enfants. C'est ma plus grande zone de fragilité pour le moment. Je sens que c'est dangereux et difficile de m'y aventurer vraiment. La maladie m'a obligée à aller me chercher. Je suis tombée malade et j'ai rencontré l'humanité. La mienne et celle de ceux qui m'entourent. C'est pour cela que je suis encore là. Pour dire, tant que je le peux, que c'est invraisemblable que l'on puisse être si nombreux à traverser la vie à passer à côté d'une telle puissance.